Comme promis dans le podcast du Diplo, écoutez maintenant un entretien avec Yevgeny Morozov qui signe Bataille géopolitique autour de la 5G dans le Monde diplomatique d'octobre. En France, la question de la 5G s'est imposée depuis que la Convention citoyenne pour le climat a demandé un moratoire, c'est-à-dire la suspension du déploiement de cette technologie. 70 élus ont relayé cette proposition. L'un d'entre eux, François Ruffin, s'en expliquera dans le numéro de novembre en kiosque le 28 octobre. Une proposition de moratoire récemment balayée par le président Emmanuel Macron. Assemblée nationale, 15 septembre 2020. La parole est à Madame Clémentine Autain. Un grand ami des Amish, un adepte bien connu du retour à la lampe à huile, je veux parler du président de Bouygues Télécom, Olivier Roussat, qui a déclaré devant le Sénat « Il est erroné d'affirmer que la 5G permettra des efforts en matière d'énergie. Après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante. » Le débat écho du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour. Bonjour. Question toute simple ce matin, Dominique Seux. Faut-il déployer cette 5G ? Oui, il faut la déployer comme on a déployé la 2G, la 3G, la 4G. Il y aura sans doute un jour la 6G, la 7G. France Inter, 25 septembre 2020. Un sujet beaucoup plus important, c'est à quelle date on interdit les moteurs techniques et les moteurs thermiques. Ça me paraît beaucoup plus important. Les estimations qu'on a, Thomas c'est que Piketty. l'économie numérique, c'est déjà dans son ensemble près de 5% du total des émissions carbone. C'est-à-dire c'est plus que l'avion, par exemple. C'est prévu de doubler dans les 10 prochaines années. On arrivera à 10% du total, peut-être 20% dans les années 2020. Ça peut devenir, c'est en passe de devenir le premier poste d'émissions carbone. Donc je pense qu'on est obligé de prendre le temps de voir jusqu'où on veut aller et quels sont le type d'usage qu'on veut réguler. I understand the concerns of people who present 5G Yevgeny Morozov. as an attack against the commons. Eh bien, vous savez, je comprends la préoccupation de certaines personnes qui présentent la 5G comme une forme d'attaque contre les communs ou qui pourrait abîmer notre santé, sa nocivité pour nous ou pour l'environnement. Je comprends leurs critiques. Je suis plus ou moins d'accord avec eux. Mais vous savez, si vous voulez comprendre les dynamiques actuelles du capitalisme mondialisé, ainsi que les intérêts liés à la concurrence internationale, vous devez accepter que la 5G va certainement s'installer pendant un certain temps et que les États vont essayer de mettre en place leur domination. Pour différentes raisons que j'explique dans mon papier. Dans l'article que j'ai écrit pour Le Monde diplomatique, bien sûr, je n'ai pas parlé de l'impact social, écologique ou politique de la 5G, en partie parce que j'avais déjà écrit sur le sujet dans un autre article, mais aussi parce que si nous critiquons la 5G via cet angle, nous devrions appliquer la même logique au sujet de l'intelligence artificielle, du cloud et de toutes les technologies qui sont aujourd'hui au cœur de la concurrence capitaliste internationale. Mais si vous me posez la question personnellement, je ne trouve pas en soi de contradiction entre une société très numérique et une société pleinement démocratique. Si ces choix proviennent de la communauté et qu'ils reflètent une certaine légitimité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, en l'état, ces technologies sont imposées du dehors par une logique de rentabilité capitaliste plutôt que par une logique de décision commune et démocratique. Donald Trump, 12 avril 2019. On ne peut pas laisser un autre pays nous supplanter dans cette puissante industrie du futur. La course pour la 5G est une course qu'on doit gagner et qu'on gagnera. Je pense que nous devons comprendre les ressorts globaux de la bataille géopolitique dans son ensemble. La bataille géopolitique ne concerne pas seulement la 5G, c'est une bataille pour la suprématie technologique dans tous les domaines. Cela implique également le cloud, l'intelligence artificielle, les puces, les semi-conducteurs, etc. Et je pense que si vous jetez un œil à toutes les entreprises chinoises, Huawei fait probablement partie des entreprises qui ont commencé au plus bas niveau de l'échelle industrielle. Elle a d'abord commencé par revendre des produits téléphoniques de base qu'elle ne fabriquait même pas elle-même, puis elle a réussi à devenir une entreprise qui n'est pas devenue seulement le premier vendeur de smartphones du monde depuis l'été dernier, mais qui est aussi à la pointe en termes de développement technologique, et ce principalement
principalement dans la conception de puces électroniques. But they also have very sophisticated technologies, for example, when it comes to chip design. Publicité pour la puce Kirin 990 5G de Huawei. Kirin, produit phare de la filiale HiSilicon de Huawei, est considérée comme l'une des entreprises chinoises les plus innovantes. Cette puce Kirin propulse des applications d'intelligence artificielle parmi les plus évoluées du marché. Cela nous montre donc que la Chine, en tant que pays et en tant qu'acteur économique, est en train de doucement se repositionner. Elle n'est plus seulement l'usine du monde. Pensez par exemple aux fameuses inscriptions au dos des smartphones, conçus en Californie ou conçus à Tokyo, mais fabriqués en Chine. Aujourd'hui, les produits sont aussi conçus en Chine, ce qui signifie que sa position dans l'économie mondiale est elle-même en train d'évoluer, ce que n'accepte pas Washington. Huawei est devenu l'étendard de cette bataille. D'autres entreprises comme ZTE ne sont pas aussi avancées qu'elle. Mais vous savez, on ne devrait pas forcément décrire l'action de Washington comme le fruit d'une stratégie pensée et réfléchie à long terme. And some kind of long-term rationale. I mean, we should not forget that it's still Trump that occupies the White House. N'oublions pas que c'est toujours Trump qui occupe la Maison-Blanche et qu'il est dans une logique de marchandage à très court terme avec Pékin. Il laisse entendre qu'il va interdire certaines marchandises du marché américain, mais il n'y arrive pas toujours. Tout l'enjeu pour l'administration Trump consiste à se montrer extrêmement agressif en imposant des sanctions afin de disposer d'une monnaie d'échange qu'elle va ensuite pouvoir présenter aux Américains comme un moyen de pression lors des négociations commerciales avec Pékin. On l'a vu avec l'autre équipementier chinois ZTE en 2018. Puis, il a tenté la même chose avec Huawei. La différence ici, c'est que la Maison-Blanche n'a pas pu tout anticiper. Ces négociations commerciales sont aujourd'hui dans une impasse. Elles se sont arrêtées. Aussi, comme je l'écris dans le papier, Huawei risque de rester une monnaie d'échange dans des échanges qui n'auront jamais lieu. À vrai dire, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une stratégie commerciale très réfléchie. C'est plutôt la marque de la politique étrangère chaotique de Donald Trump. Publicité pour le modèle P40 de Huawei. Un smartphone compatible 5G. Il y a toujours plus à explorer. Découvrez sur Huawei App Gallery. One of the background factors which explains the attention that China has paid to the world of standards. Une des raisons qui explique l'intérêt de la Chine pour les brevets, c'est leur importance vitale dans l'économie numérique, spécifiquement concernant ceux appelés les brevets essentiels à une norme, ou BEN. So patents essential to the functioning of a standard. So all standards like 5G, for example, they have a certain number of technologies and functions that. Pour une norme comme la 5G, par exemple, il y a un certain nombre de fonctions techniques, un cahier des charges si vous voulez, qu'il faut remplir. Cela signifie que les entreprises qui veulent utiliser la 5G doivent passer par ceux qui possèdent les brevets correspondants et leur payer des redevances. Pendant longtemps, Pékin a versé de l'argent, des milliards aux entreprises américaines, mais également à des entreprises japonaises et européennes. Des milliards. C'est pour ça qu'ils ont pris la 5G au sérieux. Ils ont cherché à éviter la répétition du passé lorsqu'ils ne réussissaient pas à imposer leur propre version des normes et se sentaient pris à la gorge comme victimes de chantage. I don't want to say blackmail, but almost an extortion process, as seen by the Chinese, right? So they really see through this imperialist, colonialist lens. Ils ont voulu sortir de ce système d'extorsion jugé impérialiste, voire colonialiste.
Pourquoi, se sont-ils dit, ne prendrait-on pas notre part du gâteau dans le système international de propriété intellectuelle en faisant payer des redevances au reste du monde? Ils ont donc joué avec les règles du commerce international et ils ont fait beaucoup de progrès. Huawei incarne parfaitement cette volonté. Ils ont sécurisé certains brevets et donc cela signifie, s'ils sont aussi importants qu'ils le prétendent, que toute entreprise voulant utiliser la 5G devra payer beaucoup d'argent à Huawei. Ces brevets sont-ils aussi essentiels qu'ils le disent? Personne ne le sait vraiment. Peut-être que certaines agences de renseignement sont au courant, mais pas à ma connaissance. Selon les études que j'ai pu consulter, Huawei aurait des milliers de brevets. Donc si nous voulions tous les vérifier, il faudrait s'y coller et ausculter les brevets un à un. Personne ne l'a fait, me semble-t-il. Mais dans les commentaires que je lis aux États-Unis, et il y a certainement des biais dans les analyses américaines, ils disent que les brevets détenus par Huawei ne seraient pas aussi importants que ça. Si nous devions comparer le smartphone à un avion, c'est comme si Huawei possédait les brevets protégeant les chariots repas, peut-être les sièges de l'avion, et ses concurrents ceux qui protègent les ailes et le moteur. Donc dans l'absolu, peut-être que la quantité de brevets n'est pas si importante que ça. J'ai trouvé cet argument très intéressant. Je ne peux pas dire à quel point je le trouve convaincant, mais je l'ai mis dans l'article pour signaler qu'il nous faut regarder de plus près la nature de ces brevets. En tout cas, il est clair que c'est à ce niveau-là, au niveau de la propriété intellectuelle, que se joue la bataille de la 5G. Cet élément est largement occulté et c'est sans doute délibéré. Comme Washington s'intéresse à cette technologie, la question est toujours posée sous l'angle de la sécurité intérieure, des risques de surveillance étrangère, plutôt que comme une question de développement économique. Toutes ces questions essentielles de politique commerciale sont laissées de côté. Il y a cette priorité donnée à l'idée que Huawei serait un danger pour nos réseaux informatiques. Mais il y a une histoire plus complexe derrière cela. Une bataille économique mondiale, et c'est cette histoire que j'ai essayé de raconter dans mon article. Léa Salamé, votre invitée ce matin, et je vais prendre mon élan, commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace. Oui, c'est long. France Inter, 20 janvier 2020. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Thierry Breton, l'une des priorités de votre mandat à la Commission européenne sera de mettre en place la 5G dans toute l'Europe. Mais voilà, pour passer à la 5G, il y a un grand spécialiste mondial qui est le chinois Huawei. Vous n'en voulez pas. Pourquoi est-ce que ce serait dangereux que les Chinois aient nos données numériques? Non, alors moi, je ne veux pas ou je veux. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le passage de la 4G à la 5G, c'est complètement différent. Mais je voudrais vous dire une chose. Et corriger d'abord quelque chose qu'il faut, peut-être parce que les lobbies sont puissants. Non. L'Europe n'est pas en retard. Oui, l'Europe a aujourd'hui... Mais voilà. C'est ce que disent les Allemands. Les Allemands disent si on ne prend pas Huawei, on aura 5 à 10 ans de retard pour le passage à la 5G. J'étais hier à Munich et j'ai bien reprécisé qu'il était faux de considérer que l'Europe était en retard sur la 5G. L'Europe possède aujourd'hui 56% des brevets de la 5G. Ce sont des entreprises européennes qui les possèdent, 30% pour des Chinois et 16% pour les Américains. Donc nous sommes en avance. Peut-être. Mais encore une fois, nous devons comprendre qu'à cause de la politique industrielle relativement faible et peu coordonnée de l'Europe de ces dernières décennies, beaucoup de champions européens du secteur ont fortement décliné. Nokia et Ericsson sont tous les deux de bons exemples. Nous verrons bien à quelle vitesse ils reviendront dans la course à la 5G, car ils ne jouent pas vraiment dans la même cour. Un des avantages de Huawei, c'est sa stratégie héritée de Mao. D'abord conquérir la périphérie, avant de conquérir le centre. De la même manière que Mao a d'abord gagné les villages et les campagnes chinoises, avant de gagner les grandes villes.
Les entreprises chinoises se sont d'abord implantées au sud, en Afrique, en Amérique, en ex-URSS, etc., avant de s'intéresser à l'Europe occidentale. Ils ont donc aujourd'hui un très grand terrain d'intervention. C'est cette envergure qui leur permet aujourd'hui de vendre des produits à si bas coût. Donc la possibilité que des entreprises européennes puissent franchir l'écart qui les sépare de Huawei est très liée à la question des aides et des subventions aux États qui se diront « Ok, je ne vais pas prendre Huawei, je vais prendre Ericsson, mais alors j'ai besoin de subventions pour mes opérateurs télécoms. J'ai besoin d'aide financière, sinon je ne pourrais pas payer la note. » Ce qui ne semble pas prévu par l'Union européenne, car techniquement, cela nécessiterait d'importants transferts d'argent, et donc des atteintes à la concurrence. Prenez l'exemple de l'Allemagne. Le gouvernement allemand et les télécoms allemands s'apprêtent à accepter la proposition de Huawei, mais avec beaucoup de restrictions afin de disposer de cette technologie rapidement et à moindre coût. Mais si on veut que l'Europe défende une autre stratégie, il va clairement falloir mettre de l'argent sur la table. Ou en tout cas brandir davantage que de simples menaces sur la sécurité nationale, a fortiori lorsqu'elles ne sont ni documentées, ni avérées. Contrairement à ce qu'a sur Washington, il y a très peu de chances que Huawei soit réellement l'espion de la Chine. Il n'y a pas de preuve concrète que l'entreprise espionnerait ses clients, alors que depuis les révélations de Snowden, à l'inverse, nous avons la preuve que la NSA américaine a pénétré les serveurs de Huawei. Does break into Huawei's equipment, but we don't really have tangible evidence that the Chinese Communist Party does. That's where we are. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et moi, je fais toujours là aussi le « en même temps ». Je crois dans un marché numérique européen qui est un marché qui lève les barrières. Emmanuel Macron, lors du sommet France Relance French Tech le 14 septembre à l'Elysée, devant une centaine d'entrepreneurs. Pour protéger leurs données, pour protéger leur sécurité. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Oui, j'ai suivi ce débat. Ça nous ramène d'ailleurs au début de notre discussion sur les gens qui critiquent la 5G parce qu'elle serait néfaste pour l'environnement ou pour la santé, parce que c'est une boîte noire dont on ignore encore les effets. Je les comprends encore une fois. De fait, la 5G est une technologie largement survendue, alors que les avantages pour les usagers seront marginaux, et même pour les entreprises. Du moins à court terme, les gains seront limités. Mais il y a un tel matraquage publicitaire. Cela étant dit, les gouvernements et les industriels ont leur propre agenda. Certains ont tout intérêt à pousser cette innovation pour rester concurrentiels sur le marché mondial. Mon point de vue sur les débats nationaux autour de la 5G en France et ailleurs, c'est que la critique devrait cibler la logique économique mondiale, les problèmes posés par la globalisation et l'impératif de compétitivité forcenée qui en découle. Dans leur discours, comme dans la pratique, les États doivent prouver qu'ils ont le réseau le plus innovant, le plus rapide, les meilleures infrastructures adaptées aux normes les plus récentes, parce que si vous ne le faites pas, que se passe-t-il? Les capitaux étrangers et les investisseurs ne veulent pas vous financer. Donc je peux comprendre la logique des décideurs politiques qui défendent la 5G. Mais c'est exactement la même logique qui les pousse à privatiser des pans entiers de l'industrie ou à tailler dans la dépense publique. C'est la logique de la concurrence internationale, de la compétitivité. La 5G doit être comparée à toutes ces autres actions
dont le but ultime consiste à attirer des investisseurs étrangers. Ramener le débat à une affaire de luddites, d'adversaires du progrès technologique, ça n'aide pas beaucoup. Cela nous éloigne de la critique de l'économie mondiale en nous cantonnant au camp des écologistes utopiques, à une utopie romantique qui passe à côté de l'enjeu véritable. Selon moi, cet enjeu principal, ce sont les exigences imposées par le capital globalisé, et non de savoir si on est trop technophile ou trop technophobe. Sure, my pleasure. Voilà pour cet entretien avec Evgeny Morozov. Retrouvez son analyse Bataille géopolitique autour de la 5G dans Le Monde diplomatique d'octobre. Merci à Gabriel Gadré pour la traduction et le doublage. Prochain épisode du podcast du Diplo en novembre, et d'ici là, rendez-vous en kiosque avant 21h.